La fumée ne cessait jamais de s'élever de l'atelier de fumage de la propriété des Dubois, même lorsque les voisins n'avaient vu aucun signe d'activité des ouvriers sur le domaine depuis des semaines. Ce n'est pas une simple histoire de fantômes des montagnes des Pyrénées, c'est une histoire de ce qui arrive quand le désespoir rencontre la vengeance dans les coins les plus isolés de la France d'avant-guerre. L'année était 1869, et les montagnes des Pyrénées gardèrent des secrets dans leur vallée que la société civilisée préférait oublier. Nichée dans une vallée où la brume matinale s'accrochait à des châtaigniers centenaires, et où le village le plus proche se trouvait à 2 jours de marche pénible, à travers des cols montagneux dangereux, la propriété des Dubois était une plaie ouverte au cœur de la nature sauvage. Le grincement des roues de chariot sur un sol rocailleux, l'odeur âcre de la fumée de bois mêlée à quelque chose de plus doux, et les rondins grossièrement taillés qui formèrent la maison principale, témoignaient d'une famille déterminée à arracher son existence à une terre impitoyable. Antoine Dubois avait bâti sa fortune sur 3 piliers, l'eau-de-vie artisanale, l'isolement et le travail forcé. Alors que la plupart des propriétaires terriens de la plaine gasconne prospéraient grâce au blé, Dubois voyait une opportunité dans les montagnes, où les agents fiscaux s'aventuraient rarement. Sa propriété s'étendait sur près de 1200 hectares de forêt dense, accessible uniquement par un sentier sinueux qu'il connaissait, lui et ses fils par cœur. En 1865, Dubois avait acheté 6 personnes asservies dans une plantation de blé en faillite près de Toulouse. Les registres officiels, découverts des décennies plus tard dans les archives du tribunal de Foix, répertoriaient leurs noms avec la froide efficacité d'un inventaire de bétail. Étienne, 32 ans, Claire, 28 ans. Leurs enfants, Paul, 14 ans, et Sophie, 10 ans, ainsi que 2 hommes sans lien de parenté, Michel et Louis, tous 2 dans la trentaine. Le voyage jusqu'aux montagnes avait duré 3 semaines en chariot. Des récits locaux, recueillis dans des histoires orales fragmentées dans les années 1920, décrivaient comment Dubois transportait ses biens humains, enchaînés, ne s'arrêtant qu'à des relais de confiance où son commerce particulier ne soulevait aucune question. Le groupe arriva sur la propriété à la fin de l'automne, lorsque les premières gelées commençaient à blanchir les sommets. Mais la propriété des Dubois n'était pas une plantation typique. Il n'y avait pas ici de vastes champs de blé, seulement des pentes abruptes propices à la culture du maïs, de petits jardins et à la production illégale d'eau-de-vie de montagne. Le véritable travail consistait à faire fonctionner la distillerie, cachée dans un réseau de grottes naturelles derrière la maison principale. Antoine, sa femme Marguerite et leurs 3 fils adultes, Julien, 30 ans, Marc, 28 ans, et Pierre, 26 ans, avaient bâti leur empire en produisant l'eau-de-vie de maïs la plus forte des Pyrénées, l'échangeant contre de l'or et des marchandises avec des acheteurs qui ne posaient pas de questions. Les travailleurs asservis faisaient face à des conditions qui rendèrent la vie dans les plantations traditionnelles presque clémente en comparaison. Les températures hivernales plongeaient bien en dessous de 0, et leur quartier se résumait à une simple cabane en rondin avec des interstices entre les planches assez larges pour laisser passer le regard. Ils travaillaient dans les dangereuses opérations de distillation, transportèrent de l'eau depuis des ruisseaux gelés et entretenaient un réseau complexe de sentiers secrets pour tenir les agents fiscaux à distance. Étienne, le leader informel du groupe asservi, était un menuisier habile avant son asservissement. Claire servait de cuisinière et de couturière. Leurs enfants aidaient, avec toutes les tâches que leurs petites mains pouvaient accomplir. Michel et Louis, tous 2 expérimentés dans le travail agricole, s'adaptèrent rapidement aux exigences des montagnes. Ensemble, ils formaient une communauté soudée, liée par une souffrance partagée et une compréhension croissante de leur isolement. La famille Dubois régnait sur son royaume montagnard avec une brutalité désinvolte. Marguerite, loin de l'image de la maîtresse de plantation douce et raffinée, supervisait personnellement les punitions avec un fouet en cuir qu'elle gardait accroché près de la porte de la cuisine. Julien, l'aîné, semblait prendre un plaisir particulier à inventer de nouvelles formes de tourments. Marc et Pierre, bien que moins ouvertement sadiques, participaient sans poser de questions au système de contrôle familial. L'atelier de fumage, au centre du système de conservation alimentaire de la propriété, était construit en pierre de champ et en rondins de peuplier épais, mesurant environ 15 mètres sur 20. Une cheminée en pierre tirait la fumée des feux soigneusement entretenus de chênes et de noyers. Là, la famille conservait la viande pour les longs hivers montagnards, cerfs, ours, sangliers sauvages, et occasionnellement, du bœuf ou du porc obtenu par troc. Quelque chose de plus sombre hantait les montagnes, autour de la propriété des Dubois. Les Basques,
qui avaient chassé dans ces mêmes vallées avant leur déplacement forcé 2 décennies plus tôt, avaient laissé derrière eux des histoires que les colons locaux chuchotaient, mais n'osaient discuter ouvertement. Ils parlaient d'un lieu où la terre semblait maudite, où le gibier se raréfiait et les plantes flétrissaient sans raison. Les Basques appelaient cet endroit la vallée affamée, un lieu où les esprits des morts ne trouvaient aucun repos. À l'hiver 1868, les tensions sur la propriété des Dubois atteignirent un point de rupture. Les travailleurs asservis enduraient non seulement les cruautés habituelles de l'asservissement, mais aussi l'isolement supplémentaire qui rendait toute évasion pratiquement impossible. Le village le plus proche se trouvait à 60 km, à travers des cols montagneux impraticables en hiver. Même s'ils parvenaient à fuir, ils n'avaient nulle part où aller. Les lois françaises sur les fugitifs signifiaient un retour certain et probablement la mort. Étienne commença à faire des observations minutieuses. Il nota quels membres de la famille portaient les clés des différents bâtiments, quand les chiens étaient nourris, et par qui, et surtout, les routines quotidiennes de la famille. Les Dubois, se sentant si en sécurité dans leur forteresse montagnarde, avaient négligé les mesures de sécurité de base. L'atelier de fumage revêtait une importance particulière dans les plans d'Étienne. Sa position, légèrement à l'écart de la maison principale mais visible depuis la fenêtre de la cuisine, en faisait un point stratégique pour tout conflit potentiel. Plus important encore, il contenait les couteaux, hachoirs et autres outils nécessaires à l'abattage de la viande, des outils qui pourraient servir à d'autres fins si nécessaire. Ce qu'Étienne ignorait, c'est que la famille Dubois l'observait avec autant d'attention. Ils avaient remarqué son intérêt accru pour les détails de sécurité, ses conversations, chuchoter avec les autres travailleurs asservis, et surtout son habitude de tester les portes et les fenêtres lorsqu'il pensait que personne ne regardait. La scène était prête pour une confrontation qui transformerait une vallée isolée des Pyrénées en quelque chose de bien plus terrifiant qu'une simple histoire de fantôme. Les chiens cessèrent d'aboyer à exactement 23h43 le 13 décembre 1869, lorsque les proies savent qu'elles sont chassées. Le silence devient alors leur arme la plus puissante. Cette nuit d'hiver glacial, alors que des cristaux de glace formaient des motifs complexes sur les fenêtres de l'atelier de fumage et que le vent des montagnes hurlait à travers les interstices des murs en rondins, la famille Dubois prit une décision qui scellerait leur destin. Antoine avait découvert le plan d'évasion d'Étienne 3 jours plus tôt. Une planche mal fixée dans les quartiers des asservis avait révélé une cache de provisions volées, viande séchée, une boussole prise dans la chambre de Marc, et plus accablante encore, une carte dessinée à la main des passages montagneux menant vers l'Espagne. Les preuves reposaient maintenant sur la table de la cuisine comme une sentence de mort, éclairée par la lueur jaune des lampes à huile. « On aurait dû faire ça il y a des années », murmura Marguerite, aiguisant un couteau de boucher sur une pierre à aiguiser avec des mouvements méthodiques. Ses lèvres minces se serraient dans une expression que ses fils avaient appris à craindre depuis l'enfance. Les cœurs tendres engendrent la rébellion. Ton père a toujours été trop clément. Julien hocha la tête vers la fenêtre, où l'atelier de fumage se découpait contre le ciel étoilé. On fera un exemple du menuisier en premier. Les autres rentreront dans le rang quand ils verront ce qui arrive au meneur. Le plan était simple et brutal. Traîner Étienne hors de son lit, forcer les autres travailleurs asservis à assister à sa pendaison depuis les poutres de l'atelier de fumage, puis laisser son corps là jusqu'au printemps, comme un rappel permanent. Pierre avait déjà préparé la corde, utilisant des techniques apprises de son grand-père, qui avait participé à des justices expéditives dans sa jeunesse dans les collines du Béarn. Mais Étienne n'avait pas passé les mois précédents à simplement planifier une évasion. Il s'était préparé à la guerre. Les histoires basques, que les colons locaux rejetaient comme superstitions, contenaient une sagesse pratique sur la survie dans les montagnes en hiver. Étienne avait écouté attentivement lorsque les anciens du village le plus proche parlaient de la manière dont les guerriers basques utilisèrent le terrain, la météo et l'isolement contre leurs ennemis. Plus important encore, il avait appris que des personnes désespérées, n'ayant plus rien à perdre, pouvaient accomplir l'impossible. À travers les minces murs de leur quartier, Étienne et les autres entendaient chaque mot de la discussion familiale. L'excès de confiance des Dubois les avait rendus négligents quant à l'isolation sonore, et l'air hivernal portait les voix avec une clarté cristalline. Lorsque Antoine finit d'exposer son plan, le groupe asservi avait déjà commencé à mettre en œuvre le leur. Claire avait passé des semaines à étudier les routines de Marguerite, notant que la matriarche vérifiait toujours les feux de l'atelier de fumage avant de se coucher. Michel et Louis avaient testé la solidité des outils dans les dépendances, découvrant que les crochets à viande n'étaient pas seulement tranchants, mais aussi facilement détachables de leur support. Paul, malgré sa jeunesse, s'était révélé précieux en cartographiant les dispositions des chambres de la famille et en identifiant celles contenant des armes. L'ironie ne deviendrait claire que plus tard. Alors que les Dubois prévoyaient d'utiliser l'atelier de fumage comme lieu d'exécution, leurs victimes désignées avaient choisi le même endroit pour leurs propres raisons. La température cette nuit-là chuta à 20 degrés,
selon les registres météorologiques trouvés dans un almanach du XIXe siècle, conservé à la Société historique de Pau. Ce froid extrême créa des conditions cruciales pour les événements de la nuit. Le métal devenait cassant, prêt à se briser sous la pression. Le sol gelait si fort que les empreintes devenaient difficiles à suivre. Plus important encore, les chiens de chasse de la famille, habituellement laissés dehors, furent ramenés dans la maison principale pour se réchauffer. À minuit, Étienne passa à l'action. Il se glissa hors des quartiers par une fenêtre dont il avait soigneusement desserré le loquet pendant plusieurs nuits. Le plan exigeait une synchronisation précise. Marguerite vérifierait les feux de l'atelier de fumage vers minuit, comme elle le faisait depuis 4 ans. Les autres membres de la famille dormiraient, confiants dans leur isolement et leurs armes pour les protéger de toute menace. Étienne atteignit l'atelier de fumage 15 minutes avant l'arrivée prévue de Marguerite. À l'intérieur, les braises mourantes du jour rougeoyaient encore dans le foyer. Il les utilisa pour raviver une petite flamme, puis se positionna derrière la poutre principale où les ombres masqueraient sa présence. L'intérieur du bâtiment ressemblait à une cathédrale de boucher, avec des crochets et des chaînes suspendus aux poutres, des tables de découpe tachées par des années d'utilisation, et l'odeur écrasante de viande conservée et de fumée de noyer. Michel arriva ensuite, portant une corde qu'ils avaient tressée à partir de chutes de chanvre trouvées dans la grange à fourrage. Louis suivit avec une sélection d'outils dont les usages originaux seraient bientôt oubliés. Même le jeune Paul avait un rôle à jouer, posté à l'extérieur comme guetteur pour signaler si un membre de la famille autre que Marguerite approchait. Claire resta dans les quartiers avec Sophie, prête à fournir un alibi si nécessaire. L'histoire officielle, si quelqu'un posait la question, serait que les hommes étaient trop malades de fièvre pour quitter leur lit. Elle avait même préparé une marmite d'herbes nauséabondes pour simuler l'odeur de la maladie. Marguerite apparut pile à l'heure, son châle sombre enroulé étroitement contre le froid mordant. Elle portait une torche de pain dans une main et un tisonnier pour ajuster les braises dans l'autre. Son souffle formait des nuages blancs dans l'air glacial alors qu'elle approchait de la porte de l'atelier de fumage, totalement inconsciente que sa routine avait été observée et mémorisée pendant des semaines. La porte s'ouvrit avec son grincement familier de charnières en fer. Marguerite entra, torche levée pour éclairer l'intérieur. La lumière dansait sur les morceaux de venaison et de viande d'ours suspendus, projetant des ombres mouvantes qui auraient pu cacher une armée. Elle ne vit jamais Étienne avant que ses mains ne se referment sur sa gorge. Ce qui se passa dans les 60 secondes suivantes transforma 6 personnes de victimes en quelque chose de totalement différent. La torche de Marguerite heurta le sol de l'atelier et s'éteignit, plongeant le bâtiment dans l'obscurité, seulement brisé par la lueur rouge des braises mourantes. À cet instant, 4 années de planification minutieuse entrèrent en collision avec un désespoir pur, et la montagne elle-même sembla retenir son souffle. La lutte dura moins de 3 minutes, mais ces minutes réécrivirent les règles de la survie dans les Pyrénées pour toujours. Les mains d'Étienne trouvèrent la gorge de Marguerite au moment exact où elle ouvrait la bouche pour crier. Des années de travail en menuiserie lui avaient donné la force de broyer du bois vert, et la trachée de Marguerite s'effondra sous une pression capable de casser des branches de peuplier. Michel se précipita immédiatement pour bloquer la porte, tandis que Louis ramassait la torche tombée et la rallumait dans les braises. La lumière révéla Marguerite les yeux exorbités, et la terreur de comprendre que la mort était arrivée plus tôt que prévu. Mais Étienne n'avait pas l'intention de rendre cela rapide. 4 ans, murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le vent dehors. 4 ans à nous battre comme des animaux. 4 ans à nous épuiser et à nous nourrir de miettes pendant que vous vous engraissiez de notre labeur. Marguerite griffa ses mains, ses ongles faisant couler le sang. Mais la poigne d'Étienne ne faiblit jamais. Il s'était positionné de manière à ce qu'elle puisse voir les crochets à viande suspendus aux poutres, les tables de découpe tachées par des années de boucherie, et surtout, les outils qui allaient bientôt servir à des fins que leur créateur n'avait jamais imaginées. Les registres historiques suggèrent que Marguerite Dubois avait 49 ans au moment de sa mort, une femme qui avait supervisé le traitement brutal des personnes asservies pendant plus de 2 décennies. Des lettres trouvées parmi ses effets personnels lors d'une vente aux enchères de la propriété, en 1901, la décrivent comme une femme éduquée qui comprenait parfaitement ce qu'elle faisait. Une lettre à sa sœur à Toulouse, datée de 6 mois avant sa mort, contenait ce passage glaçant. « Les noirs des montagnes nécessitent une main plus ferme que le bétail des plaines. L'isolement les rend désespérés, et les animaux désespérés peuvent ronger leurs propres membres pour échapper à un piège. » Étienne relâcha légèrement sa prise sur la gorge de Marguerite, juste assez pour lui permettre de prendre une respiration rauque. « Tu veux en savoir plus sur les animaux désespérés ?» demanda-t-il. « Ce soir tu vas apprendre. » Ce qui suivit défia toutes les hypothèses sur la nature de la vengeance et de la justice dans la France d'avant-guerre. Les travailleurs asservis ne se contentèrent pas de tuer Marguerite Dubois.
Ils entamèrent un processus qui transforma leur ancienne maîtresse en quelque chose d'irreconnaissable alors qu'elle respirait encore. Louis avait sélectionné un couteau à lame fine parmi la collection d'outils de boucherie de l'atelier. La lame, affûtée pour une précision chirurgicale dans le traitement du poisson et du petit gibier, trancha la lourde robe d'hiver de Marguerite avec une précision chirurgicale. Michel lui tenait les bras tandis qu'Étienne maintenait sa prise sur sa gorge, exerçant juste assez de pression pour empêcher les cris tout en laissant la conscience intacte. Les Basques avaient enseigné que le pouvoir d'un ennemi pouvait être consommé par un rituel de consommation de leur chair. Bien qu'Étienne et les autres aient été élevés dans la foi chrétienne, la montagne elle-même semblait exiger des formes de justice plus anciennes. Le froid, l'isolement et des années de brutalité avaient dépouillé les contraintes civilisées, laissant place à quelque chose de plus primitif et infiniment plus dangereux. Les yeux de Marguerite suivaient chaque mouvement, alors que Louis commençait le processus de boucherie. Le couteau traçait des lignes le long de son torse, marquant les coupes qui sépareraient le muscle de l'os. Elle tenta de parler, de supplier, de négocier, mais la prise d'Étienne ne laissait passer que des chuchotements étranglés qui se dissolvaient dans l'obscurité. La mort vint lentement pour Marguerite Dubois. Lorsque son cœur cessa de battre, Louis avait déjà entamé le processus systématique de réduction de son corps en portions gérables. Les techniques étaient identiques à celles utilisées pour traiter le cerf et l'ours, sauf que cette fois, la viande servirait un dessein bien différent de la simple subsistance. Il s'agissait de transformation, de prendre la chair d'une oppresseuse et de la faire servir à la survie de ceux qu'elle avait tourmentés. Les autres membres de la famille continuaient de dormir, protégés par les épaisses parois de rondins et par l'idée que leur forteresse montagnarde était imprenable. Antoine ronflait dans la chambre principale, peut-être rêvant de la pendaison qu'il prévoyait d'exécuter au matin. Julien, Marc et Pierre dormaient du sommeil profond d'hommes qui n'avaient jamais connu la véritable peur, qui n'avaient jamais regardé dans les yeux des personnes, n'ayant plus rien à perdre. Étienne nettoya le sang de Marguerite de ses mains, utilisant l'eau d'un seau en bois destiné à laver les outils de boucherie. L'eau devint rose, puis rouge, puis noire à la lueur vacillante du feu. Il étudia son reflet à la surface sombre et vit quelque chose qui n'existait pas 12 heures plus tôt. Un homme capable de tout pour survivre. Le travail se poursuivit toute la nuit. Louis se révéla étonnamment habile à débiter les restes humains, sa technique apprise au fil des années en traitant le gibier pour la table des Dubois. Michel maintenait le feu à la température idéale pour commencer le processus de fumage. Les crochets à viande qui avaient soutenu le venaison et l'ours portaient maintenant une cargaison différente, disposée avec la même attention minutieuse à la circulation de l'air et à la répartition de la chaleur. À 3 heures du matin, l'atelier de fumage ne contenait plus aucune trace reconnaissable de Marguerite Dubois. Ses vêtements avaient été brûlés dans le feu. Ses os furent brisés et jetés dans les braises, où ils seraient réduits en cendres et dispersés avec le vent du matin. Sa chair pendait des poutres en bandes organisées, commençant déjà la lente transformation qui la préserverait pour les mois d'hiver restants. Étienne ouvrit la porte de l'atelier de fumage et respira l'air montagnard. L'aube était encore loin, mais la partie la plus difficile était terminée. Marguerite était partie, et à sa place pendaient les moyens de survie pour 6 personnes marquées pour la mort. Les histoires basques parlaient de guerriers qui consommaient leurs ennemis pour gagner leur force. Mais Étienne comprenait que cela allait au-delà de la force. Il s'agissait de récupérer leur humanité par l'acte le plus inhumain imaginable. La fumée s'élevant de la cheminée portait désormais une odeur différente, plus riche et plus complexe que le noyer et le chêne habituel. Quiconque passait par là aurait pu l'attribuer à un bois différent ou à un mélange spécial d'épices. La vérité était à la fois plus simple et plus terrifiante. C'était l'odeur de la justice, servie une bande à la fois, salée et fumée jusqu'à ce qu'elle puisse soutenir la vie à travers le plus rude hiver enregistré dans l'histoire des Pyrénées. 4 autres membres de la famille dormaient paisiblement dans la maison principale, inconscients que leur matin commencerait par une cuisine vide et une mère qui ne manierait plus jamais son couteau de boucher sur la pierre à aiguiser. Mais les travailleurs asservis ne faisaient que commencer. Antoine Dubois se réveillerait dans un silence, là où les mouvements de sa femme auraient dû résonner, et ce silence résonnerait à travers la vallée, jusqu'à ce que le printemps vienne réclamer ce qui restait de son royaume montagnard.